Bonjour, bienvenue sur le plateau de Sport Mag au Salon des Sports qui est au Salon des Mers, porte de Versailles à Paris, pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, on vous fait découvrir des activités sportives, des fédérations. Et là, voilà, prenez votre maillot parce qu'on va aller à la piscine avec Vert Marine. Bonjour messieurs, j'allais dire j'ai l'académie, non, on va parler de l'académie Vert Marine, mais là j'ai Vert Marine avec les 2 cofondateurs, avec le directeur pédagogique, avec le directeur des études. Vert Marine, alors tout d'abord, Vert Marine, c'est quoi? Thierry Schex. C'est une société qui est spécialisée dans la délégation de services publics. Donc notre métier c'est de gérer le service public. Alors le service public, mais dans quel secteur? Plutôt dans les piscines et dans les patinoires. Voilà, piscine et patinoires. Et un peu de base de loisirs. D'accord, bon, ok. Donc vous voulez gérer pour les communes, pour les collectivités? C'est ça, on n'est pas propriétaire des équipements, on les gère à leur place, pour le compte d'eux. Et vous allez voir, alors attention, il faut. Alors oui, parce que il faut que le micro suive la bouche. C'est-à-dire que quand vous tournez la tête, il faut que le micro soit aussi là. Parce que j'ai envie vraiment qu'on vous entende bien, tous les 4, parce que ce dont on va parler, c'est très important parce que c'est la sécurité de nos enfants aussi, c'est notre sécurité. Et si vous avez la chance par exemple d'avoir une piscine chez vous ou alors d'aller chez des amis avec une piscine, eh bien vous allez voir que Vert Marine peut sauver la vie de vos enfants grâce notamment à l'Académie des petits nageurs et à l'opération des petits nageurs, on va en reparler. Mais avant, il y a une autre académie dont j'aimerais parler, c'est l'Académie Vert Marine où là vous allez former en fait des encadrants. Oui, complètement. L'Académie Vert Marine, c'est un organisme de formation à part entière où on a plusieurs programmes de formation, donc formation longue, formation courte, où on y forme des surveillants de baignade et des maîtres nageurs sauveteurs, des éducateurs sportifs qui vont apprendre à nager justement aux enfants et animer différentes activités de remise en forme aquatique, etc. Alors du coup, c'est une formation professionnelle. Qui peut s'inscrire à l'Académie Vert Marine? Alors c'est une formation professionnelle, oui, j'ai envie de dire que tout le monde peut s'y inscrire à partir du moment où on fait preuve d'un niveau physique satisfaisant pour satisfaire aux tests de sélection. Et à partir de ce moment-là où on rentre en formation, c'est un parcours de formation de 10 mois. Et derrière, donc, on peut accéder à des postes de maître nageur dans les piscines municipales, mais aussi sur les bords de plage? Oui, à partir du moment où on a le titre de maître nageur, on peut très bien postuler pour être surveillant de baignade sur le littoral ou alors en milieu artificiel, en piscine, public, privé, partout. Il y a vraiment une multitude de choix qui s'offrent aux maîtres nageurs. Il y a vraiment cette chance-là de pouvoir prétendre à travailler un peu partout. Et est-ce qu'il y a des débouchés? Oui, des débouchés. Nous, on est en capacité de proposer 100% d'embauche à la suite de la formation maître nageur, BPGEPS. 100% d'embauche? Alors voilà, on est quand même dans une société où on dit oui, il n'y a pas de boulot, etc. Là, il y en a. Maître nageur, donc 100% d'embauche à la fin de la formation, une formation de 10 mois. Ça coûte combien? Un BPGEPS, il faut compter entre 7 000 et 8 000 euros, généralement pris en charge en totalité par les financeurs. Ça c'est clair, il y a eu des gros moyens qui ont été développés là-dessus pour pouvoir justement proposer l'accès à ces formations-là. Et derrière, nous on les accompagne en alternance avec des contrats d'apprentissage ou contrats de professionnalisation. Alors je veux tout savoir, ça gagne combien un maître nageur en début de carrière? C'est-à-dire on sort de votre formation, on peut espérer combien? Alors tout dépend au niveau du lieu d'exercice. En région parisienne, bien évidemment, que la rémunération c'est un peu plus supérieure qu'en milieu rural, etc. Mais on peut tourner facilement avec les leçons, etc. autour des 2 000 euros net. 2 000 euros net après 10 mois de formation, payé par les... attendez, mais alors là, oh, arrêtez tout, mais c'est incroyable parce qu'en plus c'est un métier qui est plutôt satisfaisant, valorisant. Avec un intérêt de service public. Avec de fortes possibilités de déboucher, avec différentes missions transversales, fortes possibilités d'évolution en termes de hiérarchie. Il y a du travail. Les horaires sont difficiles? Alors, à partir du moment où on travaille dans le loisir, on exerce quand les gens ne travaillent pas et qu'on est dans le loisir, donc on est amené à travailler un petit peu en soir et week-end. Mais généralement, les équipes organisent des roulements de planning où les maîtres nageurs travaillent un week-end sur 4, etc. Donc ça se fait pas la restauration. C'est pas la restauration. Non, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Alors moi j'ai rarement vu un maître nageur nager, donc il faut savoir nager quand même. C'est mieux. Non mais c'est faut savoir pratiquer pour savoir enseigner déjà. Oui.
Donc nous justement, pendant le parcours de formation, pendant 10 mois, on les prend avec nous, on les entraîne. Tous les matins, ils sont avec nous à 8 heures dans l'eau, etc. On les accompagne sur un parcours d'entraînement, justement pour pouvoir maintenir et garantir un certain niveau de forme physique. Et est-ce qu'il faut faire des examens de passage dans la carrière? Est-ce que tous les 10 ans? Oui, tous les 5 ans, il y a un recyclage qui est obligatoire et qui est considéré comme un contrôle continu entre guillemets des connaissances, des aptitudes physiques indispensables au maître nageur pour pouvoir exercer, que ce soit aussi bien sur l'apprentissage de la natation, sur les animations des différentes activités et que sur la sécurité du public qui est quand même la principale mission du maître nageur. Alors ça, vous avez bien fait de nous regarder parce que donc on vient d'apprendre qu'il y avait un métier, maître nageur, 2000 € net environ. Enfin après ça dépend des structures pour lesquelles vous travaillez. Ça dépend aussi si vous êtes saisonnier parce que si vous travaillez sur le littoral juste l'été, c'est peut-être pas ces salaires-là. Alors voilà, tout dépend, mais généralement on peut avoir des activités qui viennent s'additionner aux 35 heures entre guillemets par semaine. Ouais. Et là justement on peut arriver à 2000 € net, les cours particuliers, les cours d'aquagym, etc. Il y a vraiment pas mal de... Voilà. On peut travailler plus pour gagner plus. Exactement, on peut travailler plus. Ça me rappelle quelque chose, je vais peut-être me présenter. Et il faut avoir quel âge? 18 ans. 18 ans, très bien. Bon, bah, mon fils est en 3e, dans 5 ans. J'ai trouvé ses débouchés. On peut arrêter les dissertations, on va faire maître nageur. Non, c'est vraiment ça, c'est un vrai beau métier. C'est vrai que on se dit toujours, enfin, c'est rare de savoir comment on devient maître nageur. Donc il suffit d'aller sur Vermarine, vous avez un site? L'Académie Vermarine. Académie Vermarine. Et vous allez donc pouvoir... Il faut aimer aussi le chlore, c'est ça hein? Oh, maintenant, il y a beaucoup de piscines en plein air. Hein. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, il faut aimer aussi enseigner parce qu'un maître nageur, c'est pas seulement se mettre sur une chaise et regarder les enfants. Voilà, il faut aussi donner des cours, être aussi quelqu'un de responsable. Alors oui, complètement. L'image qu'on a dans la tête d'un maître nageur, elle est complètement erronée parce qu'on a énormément de responsabilités. Ne serait-ce que déjà par rapport à la sécurité et la gestion du public, sur l'apprentissage de la natation envers différents publics, les enfants, les adultes, les seniors, etc. L'hygiène aussi, faire attention à ce que l'eau, c'est lui qui mesure aussi, enfin dans certaines structures. On peut être amené à faire les analyses de l'eau, les analyses, les contrôles sanitaires, etc. Donc non, ça c'est un métier qui est pluridisciplinaire et où on peut l'ennui à très peu de place. Ouais, non, c'est une super formule. Et alors moi qui habite dans le sud, en Provence, on fait de plus en plus d'appels d'ailleurs à des maîtres nageurs privés pour encadrer un goûter d'anniversaire parce qu'il y a une piscine et que ça représente un danger. Bah, complètement, on parlait tout à l'heure de missions additionnelles par rapport au poste de base. Là on est dedans, ils font pas mal aussi d'événementiels. Il y a de plus en plus d'événementiels qui se déroulent au bord des piscines, où on assure la sécurité, etc., etc. Ou un hôtel par exemple est obligé d'avoir un maître nageur pendant les heures d'ouverture de sa piscine parce que la piscine, ça peut être un danger et c'est là aussi où vous intervenez, Vermarine, sur le côté sécuritaire parce que comment éviter les drames dans les piscines et notamment les piscines privées, eh bien, en apprenant dès le plus jeune âge à nager et ça je sais chez Vermarine, Thierry Schex, que c'est un de vos engagements, c'est d'apporter cette connaissance de la natation au plus grand nombre. Alors on s'est posé une vraie question, c'est qu'après le Covid, pendant 2 ans, les enfants sont quasiment plus allés à la piscine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est dit comment tous ces enfants qui ont perdu 2 ans, parce que normalement on les prend à partir de la grande maternelle ou CP, donc là ils avaient perdu 2 ans, on s'est dit on va essayer de rattraper le temps et on va monter une petite académie des petits nageurs et on a fait ça gratuitement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on leur a appris à nager gratuitement pour essayer qu'il n'y ait pas un trou comme on dit dans la raquette. Hein. Ouais. C'était presque une mission d'utilité publique en fait. C'est ça, et bon, on a eu un franc succès. C'est les collectivités qui elles-mêmes nous faisaient la liste parce que nous on n'avait pas accès. Et puis c'était souvent des enfants défavorisés. Et donc vous leur avez appris. Et c'était un tel succès que vous vous êtes dit, il va faire ça tout le temps. Et c'est comme ça qu'est née l'Académie des petits nageurs. Alors qui pourrait nous en parler? Peut-être vous, non ou, c'est encore Vincent qui est responsable. Vincent Coq, responsable pédagogique chez Vermarine. L'Académie des petits nageurs, donc c'est une école de natation qu'on a déployée sur nos équipements en septembre dernier. Donc du coup elle est articulée sur 4 niveaux de progression.
donc qui va du jardin aquatique jusqu'au perfectionnement en passant par l'initiation et l'apprentissage, donc qui correspond vraiment aux différents âges et aux différentes compétences des enfants. On a mis l'accent sur le premier niveau, parce que maintenant on attache de l'importance au savoir se sauver, ici, en plus du savoir nager. Avant de savoir nager, c'est déjà, bon, on le voit d'ailleurs, c'est savoir retourner au bord du bassin. Voilà, nous l'objectif pour le premier niveau, donc qui est accessible dès 3 ans, c'est savoir se sauver, d'accord ? Simuler une chute dans une piscine, un enfant de 3 ans et demi qui tombe dans l'eau, il va savoir se rétablir, rejoindre le bord, sortir de l'eau par ses propres moyens. Donc voilà, l'objectif il est là, savoir se sauver, se mettre en sécurité. Et ça c'est dès 3 ans. Voilà, un enfant dès 3 ans, il a les capacités psychomotrices pour pouvoir se sortir d'une situation dangereuse. Il faut combien de séances pour qu'un enfant de 3 ans justement puisse se sauver? Alors on ne s'avance jamais sur un nombre de séances parce que surtout à cet âge-là, c'est complètement différent d'un enfant à l'autre, surtout à cet âge-là. Donc nous on les accompagne sur toute une année, on fait aussi des stages de natation pendant les vacances scolaires, on les prépare aux activités aquatiques qu'il va y avoir l'été, etc. Donc si mon enfant a 3 ans, c'est maintenant, là, pendant l'hiver, qu'il faut que je l'inscrive à l'académie des petits nageurs pour que l'été prochain, on soit tranquille. Voilà, il aura acquis pendant l'année les capacités nécessaires, les compétences nécessaires pour pouvoir se mettre en sécurité. Il n'aura pas, entre guillemets, un ciseau de brasse parfait, non, mais il saura se sauver. Ce ne sera pas un Manodou, mais au moins il se sauvera et c'est tout ce qu'on demande d'ailleurs. Il a dû tomber jeune dans l'eau. Ouais, mais bon, c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'on va créer nos futurs champions. Alors vous allez me trouver très vénal, mais là aussi je vais vous demander combien ça coûte. Alors, on peut très bien avoir des stages de natation, etc. D'accord, il y a plusieurs formules. Il y a plusieurs formules, soit à la séance, soit au trimestre, soit à l'année, soit des formules pendant les vacances, etc. Il y en a pour tous les porte-monnaies entre guillemets. Et Jean-Pascal Glaise, vous me disiez aussi que, comme en 2021, vous offriez aussi des initiations avec des opérations ponctuelles avec certaines collectivités. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, au départ, le constat, c'était cette perte de temps pour toute une génération d'enfants scolarisés. Et donc, on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, il y a des enfants qui ont pu rattraper leur retard parce que les parents avaient les moyens de leur offrir des séances de natation et des cours privés. Et beaucoup d'autres n'avaient pas la possibilité. Il y a une fracture, tout à fait. Deux sortes d'enfants. Donc, on s'est retourné vers les collectivités publiques avec lesquelles on travaillait. On leur a dit, voilà, nous, dans le cadre d'une action d'entreprise citoyenne, on va prendre à notre charge la formation et donc le coût. Mais vous, collectivités publiques, c'est à vous de nous désigner les familles défavorisées, puisque bien évidemment c'est vers ce public-là qu'on souhaitait adresser notre offre, à vous de nous désigner les familles défavorisées qui vont pouvoir bénéficier de cette formation qu'on va leur offrir gratuitement. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, essentiellement sur les périodes de vacances dans un premier temps, et ça a plutôt connu un très gros succès puisque on est quand même très vite arrivé à 10 000 enfants qui ont bénéficié de ces séances et de ces cours et qui ont donc réussi à rattraper le retard de la formation qu'ils n'avaient pas pu avoir dans le cadre scolaire. 10 000 enfants formés, c'est beaucoup de vies sauvées. Parce que c'est vrai que l'eau ça attire l'enfant et quand il ne peut pas se sauver c'est très compliqué. Là aussi pour ces missions ponctuelles, l'objectif c'est pas de les faire nager, c'est de les faire se sauver, donc attraper le bord. Oui, alors déjà dans un premier temps c'est de savoir se sauver et derrière aller vers ce qu'on appelle l'aisance aquatique, être à l'aise dans l'eau tout simplement. D'accord ? Ça c'est ce qu'il y a de très important, maîtriser l'aisance aquatique. Une fois qu'on maîtrise l'aisance aquatique, on peut aller vers l'apprentissage de la natation codifiée entre guillemets. Alors, tant que vous êtes là, est-ce qu'on dit souvent non mais pour apprendre à nager, moi je l'ai fait comme ça il y a 40 ans, on m'a balancé dans l'eau et je suis revenu. C'est pas aussi simple que ça. Bah non, parce que ces gens-là, on les récupère dans nos cours d'aquaphobie. Ouais. Donc, parce qu'ils sont traumatisés. Bah, voilà, ça génère un traumatisme. C'est un milieu bien spécifique, l'eau, donc qui peut être dangereux, mais qui peut être super ludique une fois qu'on a justement acquis cette aisance aquatique. Ouais, mais ça peut être phobique si on a mal connu, si on a connu une très mauvaise expérience pour le premier plongeon entre guillemets.
On a vu donc l'académie Vermarine pour apprendre à devenir maître nageur. Je rappelle un emploi pour tous ceux qui sont formés à environ 2000 € net par mois. Vous allez vraiment me trouver vénal, mais je trouve ça incroyable qu'on ne le dise pas plus, qu'il y a des débouchés de maîtres nageurs et vous formez donc les maîtres nageurs chez Vermarine. Vous vous occupiez aussi des enfants, mais alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut des piscines. Et les piscines, on l'a vu dans l'actualité ces derniers mois, c'est un gouffre financier pour certaines communes, c'est très compliqué. Et là aussi, vous avez une solution à proposer à ces collectivités territoriales, Vermarine, donc en étant un prestataire intégré, on va dire, pour gérer ces piscines. Je vais me tourner vers vous, peut-être Ludovic Vignier, vous êtes directeur des études chez Vermarine. Il faut maîtriser les énergies quand on a une piscine ou une patinoire. C'est vrai, Thierry Chex le disait tout à l'heure. Comment on fait et comment Vermarine peut apporter cette solution? Nous déjà, on a une signature historique dans tout ça. C'est qu'on a l'envie, la passion de faire nous-mêmes les choses. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants à nager, mais on gère nous-mêmes la technique. C'est-à-dire qu'on a, au sein de Vermarine, on a 2000 salariés. Il y a toute une proportion de salariés, c'est des techniciens qui tous les jours règlent les pompes, s'assurent que tout ça fonctionne dans les meilleures conditions. Des techniciens donc, que vous envoyez dans les structures municipales. Voilà. Alors, la petite particularité, c'est que nous, on ne les envoie pas, on les met à résidence. Ah d'accord. Voilà. Alors ils n'habitent pas dans la piscine non plus, hein. Je vous le dis tout de suite. Oh pourquoi pas. Non mais ce sont vos salariés qui sont sur place. Et à temps plein sur la piscine. C'est ce qui fait vraiment notre particularité dans notre approche de ce qu'est une piscine, de ce qu'il faut faire pour qu'elle fonctionne correctement. Et alors pourquoi ça fait la différence? Parce que si vous voulez, la piscine c'est quelque chose d'un peu particulier. Si on réfléchit de manière très rapide, c'est une bulle tropicale à 27 degrés dans laquelle l'eau et l'air circulent en permanence. Donc il faut tout le temps s'occuper que tout cela fonctionne correctement. Et une bulle tropicale avec de l'eau chlorée souvent, en tout cas avec des produits. Ouais, alors l'eau chlorée, j'en reparlerai par la suite parce que là on commence à avoir des piscines sans chlore. Bon. Et ça c'est très bien aussi. Mais donc en tout cas c'est un système qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, comme disait ma grand-mère, parce que sinon au moindre petit dérèglement il y a tout qui... Il y a ça, et après donc nous on a, avec le temps, on a des gens qui sont dans l'entreprise depuis la naissance de l'entreprise en fait, donc on a développé une expertise métier qui est très particulière. Plus de 30 ans. Hein. Oui voilà, ouais. Et qui ont vu plein de piscines différentes et donc qui ont vraiment un œil expert. Donc nous notre approche c'est qu'on embauche des gens, on les met sur un site et on les forme sur le site à leur équipement et comment ils doivent agir sur l'équipement pour consommer très peu parce que le sujet qui s'impose à nous tous c'est de rendre ces équipements économes en énergie. Et nous, on pense que la première chose qu'il faut économiser dans ces équipements, c'est l'eau. Parce qu'il y a un enjeu national autour de l'eau qui s'affirme de plus en plus dans les temps actuels. Et il faut économiser l'eau. Une personne qui rentre dans une piscine, elle consomme de l'eau. La réglementation nous impose de consommer 30 litres d'eau, 30 bouteilles d'eau là, à chaque fois qu'une personne rentre dans l'eau. Donc nous, on fait attention de ne pas consommer plus que 30. Oui, parce qu'au-delà de la réglementation, il y a aussi ce qui pourrait se développer comme un piscine bashing. C'est-à-dire en fait que les collectivités ou les élus n'osent plus dire je vais créer une piscine parce que c'est sale. Quand c'est mal géré, une piscine au niveau écologique c'est sale. Vous donnez cette solution donc? Oui, mais il y a des conditions à tout cela. C'est beaucoup de savoir-faire, d'attention, être présent pour... Il y a plein d'exemples. Par exemple, quand vous rentrez dans une piscine, il y a ce qu'on appelle le pédiluve, vous devez connaître, où on se mouille les pieds là. Où on essaie toujours de passer à côté. Et voilà, et ben non, il faut passer dedans, voyez-vous. Et ben, ce pédiluve-là, en fait, toute l'eau qui passe dans le pédiluve, elle part à l'égout. Ouais. Donc on règle le pédiluve de façon optimale, si vous voulez, pour pas qu'il y ait trop d'eau qui se perde. Je vous donne un exemple, et des exemples comme ça, il y en a des milliers en fait dans la piscine. Et nous, on est vraiment sachant de tout ça, et on forme les gens à ça sur les sites, et on les accompagne dans ces sujets-là, quoi. D'accord. Et ça, votre savoir-faire, vous l'apportez auprès des collectivités, mais qu'est-ce qui fait que vous allez être meilleur qu'un directeur technique d'une mairie? Alors, l'approche, elle est, si vous voulez, d'ensemble. Le fonctionnement de Vermarine, c'est la collectivité a construit l'équipement. En fait, elle le délègue de A à Z, de l'accueil jusqu'à la technique. Donc nous, déjà, ce qui fait qu'on est différent d'un directeur technique d'une piscine, c'est que nous, on gère l'ensemble. Mon collègue, c'est monsieur présent. et on travaille dans le même équipement. Il y a ce paramètre-là qui est particulier. Et après, l'autre paramètre, c'est que la piscine, c'est du fait qu'il y a de l'eau, il y a une vraie technicité en fait. Et cette technicité, nous, on l'a en interne.
Alors que dans une collectivité, ils s'occupent de la piscine, mais ils vont s'occuper du terrain de foot, ils vont s'occuper de bâtiments tertiaires, ils vont avoir des compétences. Une personne peut être compétente sur tout. Nous, des personnes, on en a des centaines, donc là, on a la compétence qu'il faut. Là, on est au salon des maires. Quand vous allez voir un maire en proposant vos services, est-ce que le maire comprend tout de suite que c'est l'intérêt de la commune de faire appel à Vermarine? En fait, il y a une réflexion préalable qui est faite par la collectivité où elle se pose la question de dire est-ce que je fais appel à une société privée ou est-ce que je le fais moi-même? Donc en fait, elle a déjà fait le chemin quand elle vient nous voir de se dire ce serait bien de confier à une société privée. Et souvent, ce chemin-là, elle l'a fait parce qu'elle trouve que le métier est complexe et qu'il faut un spécialiste. Et c'est pour ça qu'elle fait appel à nous. Voilà. Elle a aussi parfois pas envie de s'embêter avec ça. Oui. Ouais, parce que c'est du 7 jours sur 7, évidemment, une piscine. Même quand elle est fermée, il faut la surveiller, il faut rester très attentif. Voilà. Et donc, elle fait ce qu'on appelle un appel d'offres de délégation de service public où elle exprime clairement ce qu'elle souhaite. L'accueil des publics, les tarifs même. Les amplitudes d'ouverture. Nous, on prend ce cahier des charges et on fait une offre en disant, voilà, dans votre demande, on vous propose de gérer, en général, c'est des contrats de 5 ans. On vous propose de gérer pour 5 ans votre équipement. Il sera ouvert 70 heures par semaine. On apprendra tous les ans à 500 enfants à nager. On accueillera 10 000 scolaires pour leur apprendre aussi à nager. Oui, vous gérez tout, en fait. Ouais, voilà. Donnez-nous les clés, on s'en occupe. Ouais. Et ça fonctionne plutôt très bien et c'est un marché qui est en croissance. Parce qu'au bout du chemin, il y a quand même un enjeu qui est quand même fondamental, c'est d'apprendre aux enfants à nager. Sur en plus un pays qui a quand même beaucoup de rivières, beaucoup de façades maritimes. Donc c'est bien que les enfants sachent nager. C'est ça qui est important. Et il y a un second enjeu qui est aujourd'hui au cœur des débats, c'est la notion de sport santé en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu qui est ouvert toute la journée. Vous pouvez venir faire du sport pour votre santé. Et j'en entendais encore récemment sur le salon une remarque très juste, c'est qu'on parle de sport santé, mais si on ne fait pas de sport, c'est mauvais pour la santé, tout simplement aussi. Ouais, rester dans son canapé au bout du chemin, ça peut être un peu fatal. C'est pas juste un luxe. En fait, d'ailleurs, la ministre l'a encore rappelé avec la grande cause nationale, bouger 30 minutes par jour, c'est une nécessité. Et ce n'est pas un plus. Thierry, je me tourne vers vous, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il s'agit de comptes, on en est où en termes d'étendue de Vermarine sur le territoire? Vermarine, si vous voulez, on gère des piscines sur tout le territoire. On a à peu près plus de 70 piscines. 2000 salariés, c'est ça? À peu près 2000 salariés. Ce qui est important à savoir, c'est que une région ne fait pas l'autre, que malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a très peu de piscines dans le sud, contrairement dans le nord. Parce qu'il y a peut-être plus de piscines individuelles. Non, je pense que c'est une question de densité aussi de population. Il y a plus de piscines autour de Paris que dans le sud. Bon, notre métier, si vous voulez, ça fait depuis 32 ans qu'on gère pratiquement des piscines et des patinoires, donc on est devenu des ultra spécialistes du métier parce qu'on sait faire que ça. Aujourd'hui, le métier a un peu changé parce que avec la crise des énergies, la technique est devenue un enjeu primordial, ce qui n'était pas le cas avant. On faisait attention de ne pas surconsommer, mais c'était moins impactant parce que l'énergie, on était un des pays au monde où l'énergie n'était pas très chère. Là aujourd'hui, vu que les prix ont multiplié par 3 ou par 4, c'est devenu un enjeu crucial. Et là, on se pose des vraies questions pour essayer, comme je dis toujours, quand on parle d'écologie, la meilleure écologie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Hein. Donc éteindre la lumière, ça semble simple, mais c'est ce qu'on voit tous les jours. Et aussi maintenir peut-être la température de l'eau assez constante pour ne pas avoir des grosses amplitudes. Ouais, alors ça, c'est un faux problème parce que c'est la montée en température qui coûte cher. Une fois qu'on est arrivé au degré, on entretient. Ouais, et puis après, il faut que les clients puissent quand même encore en profiter parce qu'on évite une sensation désagréable. Ouais. Alors imaginons, je suis maire, j'ai une piscine et je me retrouve comme beaucoup de maires en ce moment à me poser la question, est-ce que je vais devoir fermer la piscine parce que je ne tiendrai pas? Est-ce que vous pouvez être une solution? Avant la fermeture, est-ce qu'on doit aller voir Vermarine en disant voilà, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ou c'est trop tard?
Non, mais les solutions aujourd'hui, elles sont techniques. C'est-à-dire qu'on a des régulations, on est dans un niveau technique qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, on peut maîtriser beaucoup plus les fluides, c'est beaucoup plus fin et on peut aussi... alors oui, l'idéal, ça serait de fermer les mois d'hiver. Ouais. Mais quand on apprend aux enfants à nager, on ne peut pas dire stop, ouais, revenez l'été. Revenez l'été, ça sera mieux. Donc on est vraiment dans cette logique où il faut qu'on arrive à prendre tous conscience qu'il y a un problème. Aujourd'hui, très sincèrement, je pense que tous les acteurs, même les piscines municipales en régie, tout le monde a bien compris que c'était un enjeu majeur et qu'on ne pouvait plus gérer les piscines comme avant. Et finalement, donc ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut présenter aux mairies, aux collectivités, des expériences vraiment réussies qui montrent que oui, il faut faire appel à une société comme Vermarine et donc à Vermarine? Oui, alors ce que disait Ludovic tout à l'heure, le gros avantage d'entreprises comme la nôtre, c'est l'expérience. C'est-à-dire que c'est un peu plus de 30 ans d'expérience, très spécialisé dans la gestion, l'exploitation de centres aquatiques, parce que c'est, et de très loin, l'équipement public de sport loisir le plus délégué, donc le plus externalisé. Donc c'est l'équipement sur lequel les entreprises privées ont développé le plus de compétences et d'expertise. Donc aujourd'hui, effectivement, grâce à cette compétence, à cette expertise, on est en capacité de proposer un certain nombre de solutions. Comme l'a dit Thierry, il faut savoir aussi que c'est devenu, c'était important, mais c'est devenu crucial depuis relativement peu de temps. Il y a beaucoup de solutions différentes. On a parlé beaucoup de biomasse, bien évidemment, on parle beaucoup de solaire. Et puis ces solutions, elles sont adaptées et adaptables en fonction de l'équipement existant. Ce qui va se passer, et où là, nous, en tant qu'exploitants, acteurs historiques de cette profession, on peut intervenir, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il va y avoir une révolution dans la conception même des ouvrages. Je vais donner juste un exemple. On a beaucoup d'équipements qui sont magnifiques, et qui sont d'une certaine manière des cathédrales. Oui, donc énergivores. Donc avec des plafonds, des hauteurs de plafond très importantes, il est évident, les architectes ont bien évidemment déjà réfléchi à ce problème-là, qui est, je donne cet exemple-là, mais c'est un problème de base. Je pense qu'on va, dans les années à venir, voir changer de façon assez radicale la conception des équipements et des centres aquatiques. Donc fini ces grandes baies vitrées ouvertes. Alors, les baies vitrées peut-être pas, avec 10 mètres de haut. Les baies vitrées peut-être pas, parce qu'on est en capacité aujourd'hui avec la technologie d'avoir des grandes baies vitrées et de quand même entre guillemets conserver la chaleur à l'intérieur. Mais en revanche, il est évident que si vous avez des plafonds cathédrales, l'air chaud il a toujours eu pour habitude de monter, ça ne va pas changer. Ouais. Donc il faut chauffer ces volumes-là. Et c'est en ça qu'on va voir des changements profonds, non seulement dans la conception même des installations énergétiques dans les sous-sols, mais aussi dans la conception de ce qui se voit un peu plus, c'est-à-dire les halles bassins, où là on va radicalement changer le profil des établissements. Vous êtes consulté par justement ceux qui réfléchissent à la piscine de demain? Oui, parce qu'on a des échanges. Là aussi, on a beaucoup d'acteurs. Il y en a plusieurs ici présents sur le salon. Beaucoup d'acteurs historiques, des architectes, des bureaux d'études. Donc, c'est des gens avec qui on a des échanges très réguliers, de manière informelle, mais il y a quand même un brassage d'idées qui est important sur le sujet. Oui, et puis vous avez 30 ans d'expertise en effet, donc évidemment, c'est une source d'infos pour ces gens-là. Parce que on va parler maintenant de la pérennité des équipements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec en effet des piscines vieillissantes, très énergivores. Et les équipements, aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir, même en tant qu'élu, sur mon mandat ou éventuellement 2 mandats. Il faut réfléchir sur les générations futures. Alors oui, il y a un principe que nous, on essaye de faire appliquer depuis très longtemps, hein, c'est le coût global. Pendant très longtemps, on s'est intéressé, au moment de la réalisation de ces ouvrages-là, à leur coût de réalisation. Et on a cherché à optimiser, de façon parfois outrancière, les coûts de réalisation. Pourquoi outrancière? Parce que ça s'est fait aussi au détriment de la performance d'exploitation de ces équipements, et notamment,
et éventuellement de la performance énergétique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un équipement, quand vous construisez un équipement aujourd'hui, sa durée de vie avant sa première très grosse réhabilitation, c'est 20-25 ans. Donc, au moment de la conception, il faut se dire, ok, combien ça va coûter la réalisation, mais aussi combien ça va coûter pendant les 20-25 ans d'exploitation. Et c'est ce coût global qui doit être optimisé. Et pas seulement ce qui a été fait longtemps, le coût de réalisation au détriment parfois du coût d'exploitation, parce que le coût d'exploitation reste extrêmement important, surtout sur la durée de vie de l'équipement. Mais comme le temps politique n'est pas le même, c'est vrai que le maire il doit faire preuve de pédagogie pour expliquer à ses administrés pourquoi on paye un peu plus cher la piscine, parce que c'est moins d'impôts sur les années qui viennent. Effectivement, c'est toute la difficulté, vous avez tout à fait raison. Le temps politique n'est pas celui du temps d'exploitation et pas comparable à la durée de vie. Donc ça, c'est une des difficultés, parce que les collectivités publiques, elles sont confrontées aussi à des contraintes budgétaires de plus en plus importantes. Elles ont parfois des arbitrages extrêmement douloureux à faire. Et le coût de réalisation d'un équipement aquatique, ça fait partie des arbitrages difficiles. Quand il faut faire voter ça, c'est compliqué. Mais je vais dire une grosse bêtise, très certainement. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas propriétaire de piscine? Pourquoi est-ce que Vermarine ne dit pas on va faire des piscines Vermarine, un peu comme les complexes cinématographiques? C'est assez simple. Moi, je dis toujours la même chose. Vous voyez personne qui a acheté un terrain et qui a construit une piscine. Vous voyez des gens qui ont acheté un terrain, qui ont construit un bowling, des gens qui ont acheté... Alors pourquoi? En fait, parce que le modèle économique ne marche pas. Ah. C'est-à-dire que malheureusement, déjà c'est historique, c'est-à-dire que la piscine c'est un service public. Je pense qu'il faudrait à peu près vendre un billet 15 € pour rentrer faire 0. Ouais. Et aujourd'hui les gens sont plutôt habitués à payer 3-4. Ouais. Donc c'est historique. Il faut pas oublier que la piscine au départ c'est les bains-douches. C'est une gratuité. D'accord. Donc voilà, mais bon, il y a un gros chemin qui a été fait. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on sent que les collectivités elles sont prêtes à faire payer plutôt l'usager que le contribuable. Ouais. Et on va se tourner vers ça, en effet, ça va être de plus en plus cher. Vous parliez tout à l'heure, Ludovic, vous l'aviez abordé, on devait en parler, c'était le produit. C'est vrai que mettre du produit, alors notamment du chlore, même si vous me dites que ça va changer, ça, c'est pas bon pour les équipements, enfin, ça attaque l'équipement. Oui, dans les piscines, il y a cet enjeu de présence du chlore qui a un rôle corrosif en fait, sur l'installation. C'est pour ça qu'il y a un vrai... déjà, le traitement de ça, c'est d'utiliser le moins possible d'eau. Parce que plus on utilise d'eau, plus il faut la chlorer. Et donc là, vous rentrez dans un cercle que vous souhaitez éviter. Donc aujourd'hui, on travaille pour éviter ça. Et après, l'avenir est en train de se dessiner. Et on y a mis un bon pied, en fait. Parce qu'on a notamment, pour ne pas citer, près de Lille, à Templeuve en Pelvel, une piscine où il n'y a plus de chlore, dans l'un des bassins. Donc ça, c'est un procédé tout à fait innovant. Mais il y a des algues. Il y a des algues. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ah pardon, c'était une blague. Non, c'est vrai parce on doit notamment régulièrement frotter les bassins pour s'assurer qu'il n'y a pas d'algues. D'accord. Donc on a un vrai le travail est différent. Donc c'est maîtrisé. Ah oui. Le travail ça change notre travail. Et on entretient quelque chose qui est plus naturel. Mais au bout du chemin, il n'y a plus de chlore. Et c'est très important parce que ça rejoint ce que disait M. Glaise, c'est-à-dire qu'avec cette technologie, c'est une vraie technologie, hein, c'est pas une mare, hein, c'est quelque chose, quand vous allez en sous-sol, il y a une technologie derrière tout ça. On a l'espoir qu'on est sur des équipements qui vont avoir des durées de vie beaucoup plus importantes, parce qu'il y aura plus le chlore qui a un rôle corrosif, donc on va être sur des tuyauteries, sur des temps de vie qui vont être plus importants. Voilà. Et ça, c'est vrai que les mentalités changent évidemment, parce que d'ailleurs les piscines individuelles, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des piscines naturelles, où on accepte que ce ne soit pas de l'eau claire, mais il n'y a plus cette odeur de chlore. Donc finalement, les usagers dont on parlait, ils sont peut-être plus à aller vers des piscines où il y a peut-être un peu d'algues, l'eau est peut-être pas tout à fait claire, mais il y a plus cette odeur et surtout il n'y a plus cette corrosion. Alors pour bien nous faire comprendre, en fait, le procédé qui est mis en place sur la piscine dont je parlais, fait qu'en fait l'eau est translucide communaux classique. Quand même, en fait. D'accord. On a un rôle de prévention au niveau de la formation des algues, mais au bout du chemin l'eau est translucide, donc il n'y a plus ce problème qui peut être présent. Après ça reste un élément qui est en développement. Maintenant nous, après l'approche qu'on a dans tout ça, c'est d'être très vigilant sur justement toutes les logiques de traitement d'air qu'il y a dans ces équipements là, pour que quand l'usager rentre,
C'est ce qui fait aussi un peu notre signature, c'est que quand vous rentrez dans une piscine Vermarine, l'air il est bon et c'est agréable. Vous n'êtes pas dans cette sensation que vous avez que certains pu connaître, hein, un peu les yeux qui piquent. Ça, voilà, on a toute une organisation qui fait que le client n'est pas confronté à ça. Et ça reste quand même des lieux qui, au bout du chemin, ont un rapport à la santé qui est quand même très positif. Parce que nager, c'est quand même un rapport à l'eau, au bien-être qui est assez exceptionnel. Et qui fait qu'au bout du chemin, la communauté dans son ensemble, nous tous, on accepte de payer les équipements qui ont un coût un peu de fonctionnement annuel. Et ce coût est en train de diminuer en fait, d'année en année. Parce qu'on a des stratégies qui font que au niveau énergétique, on s'applique à moins consommer. Et on a des stratégies commerciales qui font qu'aussi, petit à petit, la piscine, on la vend plus 2 ou 3 euros, mais on la monte petit à petit en prix. Elle n'arrivera pas aux 15 euros qu'évoquait M. Chex, qui ferait l'équilibre, parce que là, on est dans des prix qui seraient plus acceptables. Mais peut-être des services annexes aussi. C'est comme le bowling, on est prêt à s'acheter des frites à la fin, ou, voilà, que ce soit un lieu de vie avec peut-être d'autres ressources financières. On travaille en ce sens-là, on a des équipements qui ont un peu ces logiques-là, mais le vrai service qui fait la réussite économique, c'est que les gens viennent nager. Pour eux d'abord, puis pour nous exploitants aussi. Pour leur santé et pour... Je vous invite à venir si vous avez une piscine près de chez vous, dans nos piscines, parce que c'est très agréable. C'est vrai, et vous avez raison. Vous avez raison, et j'ai la chance d'être dans une commune à côté d'Aix-en-Provence où il y a une piscine municipale où tout le monde se sent bien. Ludovic Vignier, merci beaucoup. Merci à vous également, Jean-Pascal Glaise, donc le directeur général de Vermarine. Merci de votre côté à Vincent Coq. Vincent Coq qui nous a donné l'info pour moi qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez devenir maître nageur, sauveteur, maître de baignade pour 10 mois de formation. C'est généralement financé par... pourquoi Pôle emploi ou les... Oui, il y a différents organismes existants, les opérateurs de compétences, Pôle emploi, enfin différents acteurs qui participent à la formation des maîtres nageurs sauveteurs. Et au bout de 10 mois, donc vous avez le diplôme et surtout vous avez un poste parce qu'il y a des grands débouchés, 100% d'embauche chez les gens que vous formez, à environ 2 000 € net pour ceux qui travaillent, hein, parce qu'il faut vouloir. Et puis, c'est vrai, des perspectives d'avenir. Et pourquoi pas un jour remplacer Thierry Chex, le président de Vermarine. Pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment une très bonne information. On peut retenir aussi que les mairies, évidemment, ont tout intérêt à se tourner vers Vermarine pour gérer les piscines. Combien d'entrées dans vos piscines, dans les piscines que vous gérez? Un peu plus de 10 millions. Un peu plus de 10 millions. Sur quoi? Sur l'année? 10 millions sur l'année. Bon, il va falloir qu'on y aille pour battre les 11 millions. Merci à tous. C'était donc l'émission spéciale Vermarine au Salon des Sports, du Salon des Maires, Paris Porte de Versailles. On est ensemble jusqu'à jeudi avec toute l'équipe de Sport Mag. On se retrouve demain. Demain, on va parler rugby. On va parler de quoi? On va découvrir une agence qui s'appelle Event Team qui gère justement toutes les... Alors, pas les piscines, mais qui gère tous les événements comme la Coupe du Monde de rugby et bien sûr les Jeux Olympiques. On parlera beaucoup des Jeux Olympiques demain. On aura aussi la Fédération française d'athlétisme et j'en passe. Restez avec nous bien sûr sur Sport Mag et puis bonne baignade avec Vermarine. Merci.